merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Donc merci à la M3E pour nous laisser ses locaux pour faire la petite présentation. C'est pas grave, ça fait stylé à la caméra. Voilà, et c'est que pour le web, si t'es pas content, c'est pareil. Alors je voudrais remercier tous ceux qui sont présents ce soir. Je sais qu'on a des gens qui viennent de tous les continents, on a des Philippins, des Canadiens, on a des Corses, des Japonais Corses. Merci à tous. On est très flattés de pouvoir organiser cette réunion aujourd'hui. Et il y a énormément de choses à apprendre tout autour de l'univers des paiements. Vous allez vous régaler. Donc sans plus tarder, je laisse la place à Jérémy Nérou, cofondateur d'Icar Technologies et actuel président. Merci. Et moi, je me fais un plaisir de laisser la place à Vincent, comment on dit, Steinhauser. Bon, bonjour à toutes et à tous, à ceux en tout cas que j'aurais pas encore pu saluer tout à l'heure. Donc, comme le disait Jérémy, je suis Vincent Steinhauser, je suis membre du comité de direction du Crédit Agricole de la Corse. Et à ce titre, je gère tout ce qui est gestion des activités après-vente, dont les activités moyens de paiement. Donc là, on est en plein dans le cœur de métier. Quand Jérémy disait à l'instant, ou son collègue, que ça allait être une réunion particulièrement intéressante pour vous, ça va être aussi une réunion particulièrement intéressante pour nous. Et c'est pour ça, Jérémy, que je tiens vraiment à vous remercier pour cette invitation. Parce que nous, Crédit Agricole, groupe Crédit Agricole, il est extrêmement important pour nous d'être au plus près des clients. Et quand je dis des clients, c'est des consommateurs, mais aussi des professionnels qui ont besoin des moyens de paiement pour à la fois comprendre les besoins en termes d'usage, anticiper sur les évolutions. Et puis vous êtes nombreux à être des start-upers, à être dans l'innovation. Et nous, groupe Crédit Agricole, nous travaillons beaucoup avec les start-up dans le cadre de l'innovation et je vais y revenir dans un instant. Alors ce que je vous propose, ce que Jérémy m'a demandé de faire, c'est de poser le sujet des moyens de paiement d'un point de vue, je vais dire, traditionnel. Donc avant de vous faire un zoom sur les moyens de paiement que je vais donc qualifier de traditionnels, je vais juste prendre 2 minutes pour vous présenter le Crédit Agricole, parce que c'est aussi l'occasion pour moi de faire un peu de pub. Attends, je vais essayer de tourner les... Alors, ça change pas. Ouais. T'as pas un truc? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, 2 mots sur le groupe Crédit Agricole. Donc le groupe Crédit Agricole, pour ceux qui ne le savent pas encore, le groupe Crédit Agricole est le premier banquier financeur en France et en Europe, banquier et assureur. Nous sommes présents dans plus d'une 50aine de pays, en Europe et dans le monde. Nous avons plus de 52 millions de clients et près de 140 000 collaborateurs travaillent au quotidien pour ces clients, pour les accompagner dans leurs projets. Je parlais tout à l'heure avec un de vos collègues du village Baïséa, parce que le groupe Crédit Agricole a aussi son village. Il est sûrement moins charmant que le vôtre pour ceux qui sont en Corse. Mais on a aussi notre village de l'innovation. Le groupe Crédit Agricole fait partie de ces établissements bancaires qu'on dit traditionnels. Donc ça veut dire que nous sommes des banques historiques. Et donc la taille de nos établissements bancaires fait que dès lors que nous voulons nous adapter, innover, et notamment coller aux besoins des usages des clients, nous mettons plus de temps parce que nous avons des infrastructures plus importantes, des équipes forcément de plus grande taille, je vous parle de 140 000 salariés. Donc du coup, nous avons créé le village Baïséa pour travailler avec les startups, pour les accompagner dans leur lancement et ainsi capitaliser sur cette agilité et tout le volet R&D qu'elles peuvent nous apporter. Et donc d'ailleurs, nous travaillons avec Jérémy sur un projet ensemble. Et les moyens de paiement sont vraiment au cœur du secteur bancaire et donc de l'activité du groupe Crédit Agricole. Nous sommes organisés en France autour de 39 caisses régionales, dont la caisse régionale de la Corse, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et les caisses régionales s'appuient sur des métiers d'experts. Et notamment, nous nous appuyons sur Crédit Agricole Card and Payment pour tout ce qui est moyens de paiement. Donc nous avons 700 collaborateurs en Ile-de-France qui travaillent dans le domaine des paiements. Et nous, caisse régionale, et j'en profite pour vous présenter Patrice Fabre, qui est un collaborateur de grande qualité avec nous à la caisse régionale, qui est spécialiste des moyens de paiement. Et donc il a 699 clones à Crédit Agricole Card and Payment. Et donc nous nous appuyons au quotidien sur le savoir-faire de ces équipes-là, qui gèrent aujourd'hui 30% de parts de marché dans le domaine des flux et des paiements.
Le groupe Crédit Agricole, c'est 30% de part de marché. Donc c'est 10 milliards d'opérations de transactions, c'est 19 millions de cartes bancaires sur le parc national français. Alors si je vous parle maintenant un peu du Crédit Agricole de la Corse, parce que ça nous intéresse, le Crédit Agricole de la Corse, aujourd'hui, c'est 25% de part de marché, c'est-à-dire que nous avons 100 000 Corses qui sont clients à la caisse régionale. Nous avons 400 collaborateurs qui travaillent pour nos 100 000 clients, ici, en région, puisque notre siège social est à Ajaccio. Nous gérons 1,8 milliard de crédits, 2 milliards d'euros de collecte. Et en termes de paiement, j'ai voulu faire un focus là-dessus parce que vous allez voir dans les moyens de paiement traditionnels dont je vais vous parler, celui qui est le plus couramment utilisé est la carte bancaire. Nous gérons un parc de 80 000 cartes bancaires et 120 millions d'euros de paiement par carte. J'ai noté notamment une évolution de 10% sur l'exercice 2017. Le projet d'entreprise du Crédit Agricole de la Corse est très orienté vers le développement, vers l'accompagnement du territoire, des financements des projets. À ce titre, sachez, comme je sais que vous êtes un certain nombre à être dans l'innovation, que nous venons de créer des postes de spécialistes pour accompagner les projets innovants des startups, parce que l'accompagnement en haut de bilan est quelque chose de très spécifique. Donc vous n'hésitez surtout pas, vous avez compris le message, nous sommes à la disposition, à l'écoute de vos projets, donc il faut nous en faire part. Et bien évidemment, quand on a des projets de développement comme cela, le crédit, mais aussi les moyens de paiement sont au cœur du développement, puisque un client bancaire a besoin de moyens de paiement. À chaque fois, je passe devant. Hop. Voilà. A besoin de moyens de paiement pour fonctionner. Alors si on regarde, si on fait un focus sur les moyens de paiement, vous avez en bleu les moyens de paiement utilisés en France et en rouge en Europe. Ce qu'on peut constater, c'est que les paiements par carte bancaire représentent aujourd'hui plus de 50% des paiements. On voit qu'en France, on est plus avancé que sur la zone euro. Ce qui est marquant aussi, et on a tendance à les oublier dans les moyens de paiement traditionnels, c'est que les virements et les prélèvements représentent 45% des paiements. 35% des paiements réalisés. Ça reste un moyen de paiement extrêmement utilisé en France et en Europe. Et le chèque, qui est un peu le dinosaure, mais propre à la France, aujourd'hui représente encore près de 20%, 17% des paiements, sachant que nous sommes un des derniers pays européens à l'utiliser fortement. Ouais. Si on regarde l'évolution des paiements en cash en Europe, si on regarde un peu dans le rétroviseur depuis 2006 et si on regarde devant nous, on voit que en 2006, on était à 80 milliards de paiements hors cash pour arriver à horizon 2020 à 193 milliards donc de paiements dématérialisés. Donc vous multipliez par 2,5 en moins de 15 ans. Et ce qui est intéressant de constater, c'est en bleu ciel la part fortement croissante des paiements par carte bancaire. Les cartes bancaires ont été lancées il y a maintenant pratiquement une quarantaine d'années, dans les années 80. Et donc on voit que en 40 ans, la carte bancaire atteint 50% des paiements réalisés et surtout qu'elle reste à un niveau d'utilisation toujours importante. Malgré le fait que nous ayons l'arrivée de paiements alternatifs qui vont faire aussi l'objet des éclairages tout à l'heure, qui progressent très fortement. Les paiements alternatifs, paiement mobile, les e-wallets, le paiement, tout ce qui est PayPal, en peu d'années va représenter 20% en 2020 des paiements. Donc ça, c'est vraiment une évolution très forte sur lesquelles le secteur bancaire et les établissements bancaires traditionnels devons nous positionner et accompagner cette forte évolution. On peut constater pour autant que la carte bancaire reste fortement positionnée parce que on a su, merci Jérémy, parce que la carte bancaire, malgré ses 40 ans d'existence, a su s'adapter aux usages des clients. À la fois, elle permet de payer en face à face avec des supports physiques que vous connaissez tous avec les TPE, sur des supports dématérialisés, notamment les paiements mobiles avec Paylib, vous en avez certainement entendu parler, hein, cette solution de paiement par téléphone portable distribuée par le Crédit Agricole et l'ensemble des banques de la place française. D'ailleurs, qui est fortement apprécié dans les usages, mais encore trop faiblement. Et en Corse, nous avons un accompagnement important à faire auprès des commerçants pour faire la promotion auprès des clients, parce que c'est vraiment un usage facilitateur. Et puis, on voit que la carte bancaire, elle est protéiforme aussi, notamment sur tout ce qui est usage à distance, puisque la forte progression du e-commerce, elle s'accompagne aussi
de la carte bancaire. Et puis les e-wallets et paiements en ligne s'appuient aussi sur ce support. Donc la carte bancaire a su traverser les années. On voit qu'elle continue à progresser et elle s'appuie et elle va encore continuer à progresser avec les nouveaux moyens de paiement, même si d'autres vont arriver derrière. On pense souvent que les fraudes sont en forte évolution. Je voulais vous montrer cela parce que il y a de plus en plus de paiements par carte. Aujourd'hui, les établissements bancaires ont investi massivement sur la sécurité. Ça porte ses fruits puisque depuis 2 ans, nous avons un niveau de fraude qui est en baisse. La fraude sur les paiements, c'est toujours trop, hein, mais c'est seulement 0,04% des paiements qui font l'objet d'une fraude. Alors une fois que j'ai dit ça, pour autant, c'est près de 100 millions de fraudes qui sont traitées chaque année, en tout cas qui sont évitées par les établissements bancaires. Donc ça veut dire que là, nous avons un enjeu fort en termes de sécurité qui est plutôt bien maîtrisé. On souhaite bien sûr aller plus loin, continuer à maîtriser de plus en plus, parce que une des attentes majeures, évidemment, des usagers et une des conditions de réussite d'un moyen de paiement, ça fera l'objet d'ailleurs, je pense, de la présentation de Jérémy tout à l'heure, un des facteurs clés, attends, si tu veux remonter, je te l'ai bloqué, je crois. Un des facteurs clés de succès d'un nouveau moyen de paiement, il est double. C'est la sécurité. Il est clair que si c'est pas sécure, le client n'adhérera pas. Et 2, c'est le coût. À la fois le coût de la transaction, encore que, mais c'est surtout le coût de l'infrastructure. Pour que les distributeurs soient intéressés pour distribuer un moyen de paiement, encore faut-il que derrière le coût de l'infrastructure soit accessible, à la fois pour le marchand et à la fois pour le consommateur, sachant que les deux attendent en termes de facilité d'usage et d'utilité, de la rapidité, de la facilité d'usage. Ils attendent aussi que ce soit pris en compte dans l'ensemble des commerces. Bon, évidemment, c'est le cas aujourd'hui pour la carte bancaire, mais tout lancement de nouveaux moyens de paiement, je parlais tout à l'heure du paiement mobile, encore faut-il que la promotion soit faite dans les commerces pour que l'usager s'en serve systématiquement. Et puis enfin, ce qui est aussi recherché dans les moyens de paiement, c'est les services annexes. Par exemple, une carte bancaire va vous offrir des services en termes d'assistance, en termes d'assurance ou encore en termes de conciergerie pour toutes les cartes Platinum. Donc voilà vraiment les valeurs qui sont attendues par les usagers sur les moyens de paiement et notamment la carte bancaire. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les avancées technologiques transforment les usages, transforment les attentes. Et pour le coup, il n'y a pas de notion d'âge. Les clients adhèrent très vite à un moyen de paiement qui est simple d'usage, facile et rapide. Ça, c'est un élément important. Et il est clair que ces évolutions, elles vont vraiment s'inscrire dans le temps et elles seront d'autant plus rapides si on est capable de garantir la sécurité, c'est extrêmement important. Et si on est capable de garantir aussi la protection des données privées. Je sais qu'on a des collègues de Qwant ici. Il est clair que le sujet de la gestion des données et de la sécurité des données est central parce que les moyens de paiement permettent de connaître tous les comportements d'achat des clients. Donc là, il y a un enjeu double, sécurité et garantir les gestions de données. Voilà pour poser le sujet d'un point de vue traditionnel. Puis je vais laisser Jérémy aller plus en prospective. Merci beaucoup. Hop là. Alors, donc on vous a fait une petite introduction Crédit Agricole pour vous montrer, enfin même si vous connaissez à peu près les schémas, mais pour vous montrer ce qu'il existait. Et là, on va voir toutes les évolutions qu'il y a eu ces 5 dernières années et qui permettent d'entrevoir plein de nouvelles possibilités, et notamment, par exemple, d'installer des moyens de paiement sur une bague ou sur beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, on peut payer depuis son smartphone, c'est très facile. On peut payer depuis son bracelet, sa montre, on peut payer depuis ses lunettes, on peut payer depuis ses clés, sa bague et beaucoup d'autres choses. Dans toute la suite, on va utiliser des mots qui sont typiques du domaine bancaire, mais que vous ne connaissez peut-être pas. C'est l'émetteur et le bénéficiaire. On parle d'émetteur lorsque on va émettre le paiement et le bénéficiaire, celui qui va le recevoir. Ça paraît évident, mais vous allez voir la suite. Alors, un schéma bancaire normal, celui qui est utilisé aujourd'hui, c'est celui-ci.
Vous êtes utilisateur, vous vous trouvez là. Vous avez votre carte bancaire plastique ou votre carte bancaire virtuelle sur votre smartphone. Vous allez chez un marchand, en ligne ou en point de vente physique. Il y a la banque de l'acquéreur, celui qui va recevoir le paiement, qui va entrer en communication sécurisée avec la banque de l'émetteur. La communication sécurisée, on va y revenir plus tard, elle va passer par un réseau bancaire. Donc réseau bancaire, je parle au niveau mondial de Mastercard, je parle de Visa, et si on parle de la France, on peut parler de CB, carte bleue. Ça, c'est un réseau bancaire national. Aujourd'hui, vous avez un compte courant, la plupart du temps, ou un compte de crédit pour les Américains, c'est une autre approche, et auquel, que ce soit compte courant ou compte de crédit, on a des cartes bancaires qui sont connectées. Jusque-là, rien de nouveau. Cette première étape, qui a été inventée en 1970 par Roland Moreno, en gros consiste à mettre une connexion vers le compte courant, ce qu'on appelle un PAN, un Personal Account Number, dans votre carte bancaire, sur une sorte de coffre-fort qui se trouve dans la carte bancaire. C'est une solution intéressante qui a été beaucoup utilisée, mais qui comporte des risques. On va parler du paiement sans contact, parce que tout à l'heure on a parlé du paiement en général, avant de s'aventurer plus en détail dans le technique. Il faut savoir que le paiement sans contact est en grosse évolution. En 2016, il y a eu au niveau mondial, il y a eu 614 millions d'euros de transactions en sans contact. En 2017, on est à 1,2 milliard. Donc, il y a une vraie appétence, sauf que le sans contact ne fait pas l'unanimité. Vous avez le marché asiatique qui fonctionne avec les QR codes, vous avez le marché américain qui fonctionne avec ce qu'on appelle la bande magnétique, le swipe, et qui ont des niveaux de sécurité différents. Et enfin, vous avez le marché européen qui, lui, est très axé sur le contact, quand on met la carte dans le TPE, ou sur le sans contact. Sauf que l'Apple Pay a renversé un peu tout ça. C'est-à-dire que le sans contact du smartphone nécessitait d'avoir un sans contact sur le TPE, et donc c'est installé aussi aux États-Unis. Et donc le sans contact est en plein essor. Malgré tout ça, le sans contact n'est pas encore utilisable partout. Et on va dire qu'on a des niveaux d'installation en TPE sans contact différents selon les pays. En France, par exemple, on a 45% d'acceptation du paiement sans contact. Si vous allez en Belgique, vous êtes bien plus haut. Belgique, on parle de près de 80 à 85% d'acceptation. Avant d'avancer encore plus loin dans le technique, on va aussi parler des produits de paiement. Ça permet de cadrer le sujet. Produits de paiement, je ne parle pas de type de carte, je parle cette fois-ci de ce qu'il y a sur la carte. Donc on a un compte débit qui est relié directement au compte courant qu'on a vu tout à l'heure. On a un compte crédit qui est relié à une sorte de compte à part qui n'est pas un compte courant. Et enfin, on a le compte prépayé, qui lui aussi est un compte à part, mais qui n'est pas connecté à un compte courant. Vous connaissez aussi vos cartes bancaires. Les cartes bancaires contiennent un certain nombre de données dans le coffre-fort qui se trouve là, qu'on appelle un Secure Element. Ce coffre-fort renferme une partie des données que vous voyez sur la carte, c'est-à-dire le PAN, Personal Account Number, le nom du titulaire, la date d'expiration, ainsi que des archives et votre adresse. Seul le cryptogramme que vous voyez ici n'est pas inséré dans le Secure Element. Ça, on considère que c'est sécurisé jusqu'à présent, non? C'est ce que vous avez dit. J'ai extrait des diapositives d'une célèbre banque, qui n'est pas le Crédit Agricole, on va en reparler, qui vante la sécurité de ses cartes bancaires. Toutes les opérations sans contact sont garanties pour le commerçant, aucune fraude n'est imputée pour le commerçant. Alors, on va parler des fraudes en sans contact, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que le marché a évolué. Et au niveau de l'électronique qui se trouve sur la carte, on trouve deux choses. Vous trouvez un compteur du nombre de paiements sans contact, ainsi qu'un compteur du plafond du sans contact au moment où vous la posez sur le terminal de paiement. Autrement dit, je peux payer jusqu'à 30 € et je vais payer jusqu'à 3 fois consécutives avant d'avoir une demande d'insertion de l'interface contact. Jusque-là, j'ai rien dit. Tout va bien. Quand vous prenez votre carte bancaire, vous la posez sur un terminal de paiement sans contact. Vous avez payé. Sauf que si vous avez votre carte bancaire sur vous, comme moi je l'ai dans ma poche là, il suffit que j'approche un téléphone ou un terminal de paiement
pour effectuer un paiement ou pour carrément extraire pas mal de données de ma carte bancaire. C'est-à-dire que là, j'ai extrait la plupart des données, excepté le cryptogramme. Il faut savoir que toutes ces données sont valorisables. C'est-à-dire que quand j'arrive soit à intercepter les données, soit à procéder à un paiement, donc évidemment le paiement est plafonné à 30 €, mais je vais pouvoir commercialiser tout ça, voire même dans certains cas reproduire ma carte bancaire. Évidemment, c'est pas aussi facile. C'est pas parce que j'ai scanné ma carte comme ça que je vais pouvoir la dupliquer. Mais c'est une première étape. Donc sur Internet, vous savez qu'on peut reproduire des cartes bancaires, on peut reproduire des passeports et beaucoup d'autres choses. Quand on vole votre numéro PAN, le numéro en façade que l'on vient de voir, on peut procéder à une vente à distance qui est plutôt mal sécurisée. Ça représente près de 30% des sites de e-commerce en France. Donc autrement dit, vous avez quand même possibilité d'utiliser ce PAN. Quand vous volez le PAN et le cryptogramme qui est au dos, vous pouvez accéder à l'ensemble des sites de e-commerce, de vente à distance. Et enfin, si jamais j'arrive à communiquer et à tromper le Secure Element, le coffre-fort qui se trouve à l'intérieur, je vais pouvoir procéder à des paiements EMV, enfin des paiements online et puis des paiements carrément EMV, donc me faire passer pour vous. Donc on va dire que c'était un gros problème. Les réseaux bancaires se sont dit, ok, on est en train d'évoluer, on a besoin d'avoir plein d'objets qui payent, parce qu'aujourd'hui, on payait qu'avec une carte bancaire. Mais demain, on va payer avec ses lunettes, on va payer avec ses clés, sa bague, son bracelet, et on ne peut pas divulguer les PAN numbers, une connexion directe au compte courant sur tous ces objets, surtout si on vient à vous les voler ou si on vient à vouloir les changer. On va reparler après de comment changer les PAN numbers. Mais ce schéma-là de compte courant, compte de crédit, il n'était pas utilisable sur de l'IoT. Donc, on a développé un autre process. Donc là, ça s'appelle une personnalisation. Et là, on appelle ça une tokenisation. En gros, vous créez une carte bancaire fille que vous allez installer dans un Secure Element, donc dans un autre élément intelligent et sécurisé qui se trouve sur les objets. Ça a aussi déployé le prépayé, avec tous les usages que l'on connaît. Donc aujourd'hui, le sujet que Icar maîtrise, et c'est ce qu'on va approfondir par la suite, c'est ce process de tokenisation qui ouvre la porte à beaucoup de choses. C'est-à-dire que si jamais je viens à perdre mon objet, je n'ai rien perdu. Je désactive ma carte, comme ça, et il n'y a pas de connexion directe au compte courant. Avant, quand je perdais ma carte, il y avait un tunnel qui pouvait être instauré, donc je pouvais extraire des données confidentielles de cette carte, qui me ramenait directement au compte courant et c'était dangereux. Donc, de là, on a créé le HCE, Host Card Emulation. Et le HCE utilise le système de tokenisation. Donc, le HCE, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est très simple. En gros, j'émule une carte bancaire sur un smartphone. Quand je dis émule, en fait, on a une carte virtuelle sur notre smartphone. Ce smartphone, pour pouvoir héberger un moyen de paiement, comme n'importe quel IoT, va devoir embarquer pour pouvoir embarquer un moyen de paiement, il va devoir embarquer un Secure Element. Jusqu'à maintenant, on était sur des Secure Elements physiques. C'est ce que vous avez sur une carte bancaire, c'est ce que vous avez sur une carte SIM de téléphone, c'est ce que vous avez sur des bracelets ou des bagues, par exemple. Sauf que le smartphone, ce process-là n'était pas réellement applicable. Pourquoi ? On avait ce schéma-là, ce qui fait que j'ai mon smartphone, j'ai mon Secure Element, donc mon Secure Element Samsung par exemple, mon Secure Element Apple ou autre, mon interface NFC, le Secure Element de ma banque, et au final la banque est se cachée derrière. Sauf que, vous vous doutez bien que le Secure Element, la technologie de sécurisation qu'il y a derrière, varie beaucoup en fonction de l'appareil. C'est-à-dire que quand je crée une application, elle doit être personnalisée par rapport au Secure Element qui est là derrière. On doit aussi avoir une connexion spécifique entre le Secure Element de mon application et le Secure Element de ma banque, ce qui veut dire qu'en gros, j'ai un accord commercial entre l'application, le fabricant du téléphone, j'ai un accord commercial entre la banque, ici, enfin, là l'accord commercial est presque évident entre la banque et le système de sécurisation de la banque, mais il y en avait un autre à installer ici aussi. Donc, tout ça rendait ce process long, complexe et pas applicable. C'est-à-dire que vous avez une application
une application, je sais pas moi, de paiement. C'est ce qu'ont testé les banques dans les années 2000-2002. Sauf que cette application de paiement, elle allait marcher sur du Samsung, mais pas sur l'autre téléphone à côté. Donc, on a plein de dépendances coûteuses et ils ont détourné ce schéma-là en déportant le Secure Element. En gros, le Secure Element se trouve dans le cloud. Super intéressant. Parce que là, les accords commerciaux se trouvent directement entre le gestionnaire de mon cloud, enfin de ma base de données et ma banque. On instaure un tunnel sécurisé entre le cloud et l'application. Autrement dit, là, il y a juste une standardisation de l'échange des données, mais il n'y a pas d'accords commerciaux. Et le téléphone ainsi que l'application n'ont pas forcément d'échanges, on va dire, commerciaux, si ce n'est le NFC qui va te faire transiter les données. Mais toute la sécurisation se trouve dans les bases de données. Ça permet de détecter facilement les fraudes, ça permet de diminuer le risque de copie ou de vol carrément du token qui se trouve là. Et ça permet surtout de gérer et d'intercepter toutes les transactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les banques se penchent sur ça. L'Union européenne a interdit de procéder à l'archivage des transactions et de les analyser, ou même de revendre ces données. Mais ça se fait, notamment quand il y a eu l'histoire du lait empoisonné en France pour les nourrissons. Le Crédit Agricole a coopéré, mais d'autres banques, la BNP et beaucoup d'autres avec qui on a discuté, ont fourni les relevés de transactions à l'État. Et l'État s'est chargé d'entrer en contact avec les personnes qui avaient acheté du lait et donc de les informer qu'il y avait un souci. Vous imaginez un peu, en fait, on a connecté en gros un ticket de carte bancaire avec un ticket, une facture, quoi, tout simplement de commerce, quoi. Donc c'est quelque chose qui normalement n'est pas autorisé si ce n'est par les États. On poursuit. On a tout ça. Bon. Si on compare un peu les coûts, si on utilise notre token pour faire du prépayé, ou si on utilise notre token pour faire carrément un schéma basique de paiement, on va appeler le schéma de tokenisation. En gros, dans un schéma de tokenisation, l'OEM, c'est le fabricant de l'objet, donc OEM c'est Original Equipment Manufacturer, doit avoir des accords avec la plateforme de tokenisation, donc la plateforme de Mastercard, la plateforme de Visa, par exemple, tandis que dans le prépayé, on n'a pas besoin d'avoir ces accords. Il faut aussi savoir que dans le prépayé, on va carrément amorcer le moyen de paiement avant l'envoi. Donc la logistique et le moment où on va activer le moyen de paiement est important, on va le voir par la suite. Si on rentre un peu plus en détail dans la plateforme de tokenisation de Mastercard, par exemple, puisque c'est à elle que la plupart des créateurs d'IoT vont devoir se connecter. Enfin, je parle d'IoT, mais on pourrait parler très bien d'applications aussi qui vont devoir générer des tokens. La plateforme de tokenisation de Mastercard, à la base, elle voulait, comme on l'a dit, réduire la propagation complète des numéros PAN, elle voulait réduire le risque de compromission du token et surtout réduire la complexité pour le consommateur lorsque le moyen de paiement est perdu ou volé. En gros, on le désactive à distance, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs pour ça que le prépayé aussi avance pas mal. Le concept est simple. En gros, j'ai mon PAN, je vais créer un DPAN, un Device Personal Account Number, qui va être installé sur le Secure Element de mon objet. Et bien que le premier Secure Element ait été installé par Google sur un smartphone, c'est Apple qui a en premier tokenisé un moyen de paiement et donc qui a généré ces tokens pour former l'Apple Pay. Les différents rôles de la tokenisation, puisqu'on va voir après tout le schéma qui est derrière, en gros vous avez un Token Service Requester qui va entrer en contact avec la plateforme MDES et qui va lui demander d'émettre un token. Vous avez le Token Service Manager qui lui va recevoir le token de la plateforme de tokenisation et qui va l'adapter pour votre Secure Element. Et enfin, vous avez le distributeur qui, lui, va insérer le token sur l'objet. Si on simplifie, on a ça. Vous avez une application qui est connectée de manière sécurisée à un TSP, Token Service Provider, qui, lui, va aller demander à une plateforme de tokenisation, MDES ou Visa, ou VTS de Visa, de générer un token.
elle ne génère pas le token immédiatement. Elle va d'abord demander la validation à l'émetteur, donc à la banque. Le Crédit Agricole, par exemple, est en train de se connecter au MDES. Et une fois que la banque a validé, elle envoie son autorisation et la plateforme de tokenisation émet le token. Le TSP l'adapte et on va ensuite l'injecter sur l'objet. C'est là aussi toute la problématique. On va le voir par la suite, c'est que là, tout est sécurisé et normé. Et là, tout était sécurisé et normé. Quand c'était du Gemalto et du Morpho qui géraient ça. Donc ça se passait dans des usines, complètement à part, et vous deviez attendre 1 mois votre carte bancaire. Sauf que la personne qui achète son bracelet, qui achète son IoT, ou sa voiture, elle ne va pas envoyer sa voiture chez Gemalto en Belgique pour la tokeniser son moyen de paiement et ensuite récupérer sa voiture. La personne, elle veut d'un clic pouvoir insérer son moyen de paiement à l'intérieur. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on va voir par la suite. La plateforme MDES, elle est très utilisée, mais selon les pays, il y a une guerre de marché. Vous avez un côté le VTS qui essaie d'avancer et le MDES de l'autre qui reprend des parts. Chacun est différent dans son process, qui fait que si vous êtes connecté au MDES, vous n'êtes pas forcément connecté ou connectable au VTS. Donc, là encore, pour vous illustrer ça, vous avez un exemple simple, puisque je parle de ce que je connais. On a Icar qui est connecté à un TSP, donc qui est en Grande-Bretagne, DigiSec, qui lui est connecté à une plateforme de tokenisation. Donc là, entre les deux, on a une connexion de type PCI DSS, et les serveurs sur le MDES sont ISO 27001, des serveurs clairement sécurisés, et qui lui va aller questionner les banques, avec lesquelles Icar aura dû au préalable établir des partenariats, et le token ensuite va repartir jusqu'à être installé dans le moyen de paiement. Il faut savoir que le moyen de paiement doit forcément embarquer un Secure Element compatible. Si on rentre encore un peu plus dans le détail de la tokenisation, c'est bon, vous suivez? Non? C'était la même pour nous au départ. Hein. En gros, la personne a son téléphone. Elle a acheté son bracelet. Elle veut tokeniser sa carte bancaire dans son bracelet. Autrement dit, elle veut créer une carte bancaire fille et la mettre dans son bracelet. L'application va aller questionner le token service requestor, qui lui va aller questionner la plateforme de tokenisation. On va demander la validation à la banque qui émet le moyen de paiement de l'utilisateur là. On va renvoyer l'autorisation, là on génère le token et enfin on va l'insérer sur l'objet. Une fois qu'on l'a inséré sur l'objet, on peut utiliser l'objet. On le présente chez un commerçant. Le commerçant, lui, demande, quand le TPE reçoit la bague ou le bracelet ou l'IoT ou n'importe quoi, il va envoyer le numéro qu'il reçoit. Donc il y a un numéro d'EPAN qu'il va recevoir, puisque c'est le device PAN qu'on aura injecté sur le Secure Element. Et il va aussi recevoir un numéro BIN. Ce numéro BIN correspond à un numéro de banque. Et on renvoie tout ça à la plateforme de tokenisation. La plateforme de tokenisation dit « Ok, je viens de recevoir ce DPAN. Ce DPAN, il correspond à un vrai PAN. Donc, je recolle les deux, je fais concorder les deux et je dis « Ok, donc ce numéro de carte bancaire fille correspond en fait à ce numéro de carte bancaire normal. » Et ensuite, je remonte jusqu'au compte courant. Et donc là, on va procéder au paiement, soit en direct, soit en différé, selon les pays. En termes de flow, quand vous allez injecter votre token sur votre téléphone ou sur votre Secure Element ou dans votre bracelet ou ce que vous voulez, vous devez provisionner cet objet. Et c'est là où tout à l'heure je parlais de Gemalto, de Morpho ou bien d'autres. Le Crédit Agricole possède encore ses services de provisioning. La plupart des banques les ont abandonnés, mais c'est une très bonne chose, ça nous aide d'ailleurs. Mais jusqu'à présent, en gros, il y avait dans l'usine une sorte de grande salle avec des machines où on insère des numéros de compte et tout le process va s'enchaîner pour créer une carte bancaire. Et en bout de chaîne, on a ce service de provisioning où on va avoir la carte bancaire qui va être configurée avec votre compte bancaire. C'est définitif, c'est-à-dire que quand vous insérez un PAN quelque part, vous ne pourrez plus revenir en arrière, contrairement à un token. Donc, on va dire que ça, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui. Sauf que moi, je veux le faire depuis chez moi. Je veux le faire en déporté, je veux le faire très facilement.
et en gros sans friction. Donc, deuxième étape de ce qui a été inventé, c'est chez les commerçants, on peut avoir une sorte de tablette avec un lecteur NFC. Donc là, on a plus ou moins le même process, sauf que la tablette doit avoir sa connexion sécurisée. Et ces derniers temps, pour être exact, ces derniers mois, il est sorti deux nouvelles choses. La première sur laquelle nous avons travaillé chez Icar, c'est d'insérer son token sur le Secure Element directement par le NFC de son smartphone. On s'est très vite rendu compte qu'une insertion comme ça prend 15 à 20 secondes. Et selon le NFC de votre smartphone, selon le type du smartphone, l'émission va se passer différemment. Il n'y a aucune standardisation. Il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Et donc, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible. Parce que là encore, ça va fonctionner dans certains cas, mais pas dans tous. Et personnellement, de rester 15 secondes comme ça devant mon téléphone à attendre que le token s'injecte, c'est pas terrible. Donc, un autre objet a été développé. Et vous avez en gros une sorte de porte-clés qui dispose d'un lecteur NFC clairement standardisé, qui est très très proche de celui-ci, et qui va communiquer par Bluetooth avec votre smartphone. Cet objet-là permet de tokeniser n'importe quel Secure Element à distance. Et c'est très très intéressant parce que aujourd'hui, je prends ma paire de lunettes, je la pose dessus, le token arrive, boum, il est injecté sur la paire de lunettes. Donc autrement dit, j'ai ma carte bancaire qui est dupliquée, enfin une carte bancaire fille qui est installée dans ma paire de lunettes. Demain, j'ai envie de mettre une autre carte bancaire d'une autre banque, par exemple, je remets mes lunettes dessus et boum, je peux changer le token. Donc, on a une fluidification et une certaine responsabilisation aussi du client de son moyen de paiement et tout ça d'une manière très sécurisée. Et c'est là où on a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Donc, si on entre un peu plus dans le détail de la sécurité de ce lecteur, comme j'ai dit tout à l'heure, l'application communique de manière cryptée avec un tunnel SSL, etc., avec le TSR. Suite à ça, lui a son tunnel aussi Mastercard. Il faut savoir que personne, en tant qu'OEM, peut se placer ici. Il y a clairement, c'est un autre métier. C'est-à-dire qu'il y a des filiales de Samsung, des filiales d'Apple, donc quoique Apple non même pas, puisqu'ils ont leur service à eux, mais les gros constructeurs ont des filiales qui gèrent cette connexion-là, mais c'est un peu comme le principe de la troisième partie. Vous ne pouvez pas créer votre objet en même temps vous trouvez là. Suite à ça, toujours pareil, donc on repasse par donc là c'est le TSR, là c'est le TSM, vous repassez par là et vous allez injecter de manière sécurisée votre token. La différence entre une personnalisation, c'est-à-dire une injection d'un PAN number sur un objet, et la tokenisation, l'injection d'un DPAN sur un objet, c'est que quand j'injecte un DPAN, quand j'ai fait une tokenisation, je n'ai pas personnalisé l'apparence de l'objet. J'ai pas fait d'hologramme, je n'ai pas mis de bande magnétique, je n'ai pas mis de gaufrage. C'est en ce sens-là où on peut échanger de manière très dynamiquement le moyen de paiement qui se trouve à l'intérieur. Sauf que les normes bancaires imposent que quand vous envoyez un moyen de paiement, il ne soit pas actif. Pour faire simple. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui ouvre la lettre qui contient votre carte bancaire, par exemple, ne pourra pas l'utiliser. Puisque vous disposez, par un autre canal, des codes qui permettent d'utiliser cette carte bancaire. Voilà. Donc pour les objets, c'est la même chose. Quand je parle d'objets, pour la tokenisation en général. Donc le premier schéma, le plus basique, c'est le client achète son objet. L'objet est personnalisé en usine. Suite à ça, il est envoyé au client. Et par un autre canal, que ce soit un courrier, un texto ou un mail, on va lui envoyer un code d'activation qu'il va insérer dans l'application et qui va lui permettre d'activer son moyen de paiement. Bon, jusque-là, c'est basique. Et le client ne dispose pas d'un personnalisateur, en gros, ou d'un système qui permet de tokeniser. Deuxième façon, le client achète en boutique son moyen de paiement, enfin son objet. Dans la boutique, on a une station de personnalisation ou de tokenisation. Et là, je vais en boutique installer le moyen de paiement, mettre le token. Et enfin, comme tout à l'heure, on reçoit un texto ou un mail et on peut activer son objet, son moyen de paiement. Troisième solution, et c'est la plus, on va dire, la plus facile à utiliser d'un point de vue utilisateur, mais
la plus contraignante en termes de sécurité. La personne commande son objet, l'objet arrive, la personne reçoit son objet avec une petite station de personnalisation portable par exemple, et elle va faire la personnalisation elle-même. Et suite à ça, la banque qui est informée de la personnalisation qui a été faite va pouvoir donner son accord pour activer le moyen de paiement. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses que je vous ai présentées. C'est le fruit de presque un an et demi de prospection avec on va dire, tous les interlocuteurs du monde bancaire. Il faut savoir que la plupart des interlocuteurs du monde bancaire ne connaissent qu'une petite partie de leurs activités. C'est normal, c'est un monde immense. Là, j'ai zoomé sur un point très très particulier qui, je pense, va intéresser pas mal de monde dans la salle. Mais quand vous parlez à du Mastercard, quand vous parlez à du Visa, quand vous parlez à du Crédit Agricole, quand vous parlez en Belgique à de la KBC, à Sberbank en Russie, ou quand vous parlez à des token service providers, chacun a une spécialité et chacun ne connaît que son étape de... Voilà. Chacun ne connaît que son placement. Donc la banque, par exemple, est spécialisée là-dedans, voilà, en gros. Et chacun se place différemment. Donc il est très très complexe d'avoir une vision globale sur tout ça, sauf que pour pouvoir utiliser ces nouveaux moyens de paiement, pour pouvoir les jouer avec et donc créer de nouveaux objets ou de nouveaux usages, il faut maîtriser l'ensemble et surtout réussir à créer des partenariats un peu partout. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Enfin, nous sommes disponibles. Alors, moi, j'avais une question. Il n'y a pas de haut-parleur. Dans un de tes slides, tu expliques que, grosso modo, tout ce process-là il est assez normé. C'est des choses qui sont, à la rigueur, il y a Mastercard et Visa. Bon, ça j'ai bien compris. Mais tu dis à un moment, dans votre cas, par exemple, que tu dois passer des partenariats avec chacune des banques. Oui. Ça, je savais que tu allais tilter sur ça. Alors, pourquoi, vu que c'est... voilà. En gros, la banque, quand elle va donner l'autorisation d'émettre le token au niveau de la plateforme de tokenisation, le token, il peut être intercepté au milieu, on s'en fout, c'est pas grave. Parce que ce token-là, il ne va fonctionner qu'avec le wearable pour lequel il est destiné, avec l'application pour laquelle il est destiné, et surtout, il ne fonctionnera qu'avec le secure element pour lequel il est destiné. Ce qui fait que la banque, quand elle donne l'autorisation d'émettre le token, elle doit forcément connaître le secure element qui est destinataire. Et pour pouvoir communiquer avec un secure element, pour pouvoir lui insérer des choses, il faut absolument avoir des clés de sécurité qui ne baladent pas sur l'internet comme ça, et donc qui sont stockées d'un côté chez Icar par exemple et de l'autre chez la banque. Et c'est là où il faut établir des partenariats. C'est pas extrêmement complexe, ça nécessite du temps et il y a pas mal d'avions à prendre. Voilà. Par exemple, est en partenariat avec une quinzaine de banques, mais on va dire que c'est quelque chose qui va se généraliser. Je ne sais pas dans quel sens ça va évoluer. Évidemment, le plus simple, ça serait que Icar se place là. Parce qu'à partir du moment où Icar se place là, on a, en gros, ce partenaire-là est forcément connecté à toutes les banques pour lesquelles il échange là. Donc il est forcément connecté, par exemple, à toutes les banques qui sont sur le Mastercard, ou s'il est connecté au VTS, à toutes les banques qui sont sur le Visa. Sauf qu'on ne peut pas se placer là pour le moment. Voilà. En fraude, etc. sur ce support-là. Donc c'est la banque qui en est le support. Là, du fait qu'on dématérialise le support, il faut qu'il y ait un partenariat entre l'émetteur du support, la banque qui est garante des données qu'elle va transmettre pour faire fonctionner le support. Il y avait une question là-bas, je crois. 1, 2. Oui. Non, du coup, en fait, tu parlais des tokenisations. Donc là, toi, tu veux te placer en tant que tokenisateur, on va dire. Du coup, si tous les tokens qui sont transmis à tes bagues connectées, elles ont été une défaillance, on va dire, où il y a
il y a tout le système, le serveur de tokens qui t'offre les tokens qui a été piraté. Oui. Donc, est-ce que tous ces tokens, ils sont résiliés et tu peux en générer de nouveaux pour tes bagues, ou du coup, tes bagues, elles sont mortes parce que le token est unique dans ta bague? Qu'est-ce qui serait piraté? J'ai pas bien compris. Le L'objet ou le serveur qui génère les tokens. Il faut savoir que Icar, par exemple, enfin l'OEM au milieu là qui fabrique l'objet, n'a aucune connaissance de l'objet de paiement. Nous, on n'a pas de certification bancaire particulière, on n'a pas à en avoir non plus. En fait, on instaure juste le tunnel qui va jusqu'au Secure Element, mais c'est au TSP ou TSM d'avoir on va dire sa sécurisation, et nous, on sert juste d'intermédiaire. Il faut savoir que le token intercepté au milieu n'a aucun intérêt. Donc nous, on n'a pas de base de données de tokens. Le TSM, lui, est en mesure d'émettre des tokens, mais il n'a pas de base de données non plus. Il ne peut pas les répertorier. Le seul qui a les bases de données, c'est lui, Mastercard, le VTS ou le MDES. Et c'est lui le seul qui est en mesure de recoller un DPAN avec un vrai PAN. Et donc de remettre la connexion au compte courant. Oui. La banque, via le cloud, comme il a été présenté, qui vient sur l'application sur le smartphone, utiliser ce jeton à usage unique qui peut avoir été intercepté, etc. Il n'existe plus actuellement. C'est ça. C'est donc à chaque fois qu'on réouvre l'application. On rouvre l'application, on refait une demande de jeton au moment du paiement, etc. Donc ça, c'est la partie pour faire fonctionner les applications sur les smartphones. Et après, ce que présente Jérémy, c'est vraiment des jetons pérennes. Une durée de vie, tant qu'il n'a pas été désactivé. Oui. Oui, si je comprends bien, donc le token, c'est finalement un code qui est un lien unique. Quand on a ce code, on ne peut rien en faire. D'accord? Par contre, sur le principe de la bague, quand je retire ma bague, je pète ce code et à chaque fois que je le rouvre, si je remets ma bague et que j'en recrée un nouveau. C'est pas exactement ça. Alors, je sais plus où elle est ma bague, mais en gros, imaginons que quand je retire ma bague du doigt, j'efface le token, ce qui est envisageable. Si je fais ça, la prochaine fois que je remets ma bague, je vais devoir remettre un token à l'intérieur. Autrement dit, je vais devoir reprocéder à la tokenisation. Et là, c'est très très problématique parce que ça veut dire que potentiellement, je vais passer 10 ou 15 secondes comme ça. Je dois avoir une connexion Internet. Et c'est en termes d'expérience utilisateur, c'est pas possible. Donc, dans notre cas, mais pareil, c'est des choix stratégiques. Il y a d'autres façons de faire. Nous, quand on retire la bague, on supprime toute une partie des données qui ne sont pas bancaires. Et tout ce qui est bancaire, on va le désactiver et le rendre complètement illisible. Parce que ce qui est bien dans un Secure Element, et il est difficile à appréhender parce qu'on n'en rencontre pas tous les jours des Secure Elements, mais en gros, ce sont des environnements vraiment très fermés, clôturés, presque des machines virtuelles indépendantes, et on peut donner accès à une machine virtuelle comme on peut carrément fermer l'accès. Et quand je dis fermer l'accès, c'est que si vous ne disposez pas des clés nécessaires pour redonner l'accès, vous ne faites rien. Et même si vous avez les clés, ça suppose que le lecteur qui va être en face connaissent les codes pour échanger avec le Secure Element et qui sachent après dans quelle mémoire taper. J'ai très simplifié là, mais c'est presque impossible parce qu'au milieu, on a du stockage crypté AES 256 bits. Vous êtes en communication en AES 256 bits aussi. C'est le plus haut niveau de cryptage autorisé. On peut aller en 512, mais on peut. C'est ce qu'ils prennent pour les cryptovirus, c'est ça? Oui, c'est un autre sujet. Mais juste pour en revenir à l'émission d'un token jetable, on va dire, c'est très utilisé dans les manifestations. Quand vous êtes sur un événement, vous avez un bracelet qui vous permet de payer. Soit ce bracelet, c'est du prépayé, enfin, ce qui est le cas la plupart du temps. Et sur certains événements, la banque teste des tokenisations, on va dire, plus directes avec votre compte bancaire. Et à ce moment-là, quand vous avez terminé votre événement, vous jetez votre bracelet et là, boum, on supprime, la plateforme Mastercard supprime tous les tokens qui ont été utilisés pour cet événement
et ils sont rendus inutilisables. Enfin, on ne peut plus les recoller à un compte bancaire. Voilà, voilà. C'est ça. Par rapport aux prépayés, il y a un truc qui est assez intéressant aussi. Je vous l'ai mis là. Ouais. Ça, pour le prépayé, bon, bien que Icar n'utilise pas le prépayé, c'est quelque chose qu'on a aussi exploré. Et en gros, quand vous utilisez du prépayé, normalement, vous êtes censé provisionner un compte bancaire, enfin un compte intermédiaire. Et là, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible. Moi, si je mets 100 € sur un compte et que quand j'utilise, après, j'ai pas à me soucier de me dire, putain, est-ce qu'il y a encore 100 € ou pas. Donc, on peut rééquilibrer le compte tampon au milieu automatiquement. Pour faire ça, il faut avoir une licence de programme manager. Ça, cette licence est assez contraignante d'un point de vue gestion et elle permet de faire ce qu'on appelle le top-up et donc moi je dis par exemple sur ce compte tampon, ben, je veux tout le temps 100 €. Donc si je paye 100 € comme ça, boum, on refait un virement de votre compte bancaire normal jusqu'au compte tampon de 100 €. Et donc ça permet de rendre votre compte prépayé invisible au milieu. Donc la personne a l'impression de vraiment payer avec son compte bancaire parce que quand elle passe sa bague par exemple, on lui a prélevé 100 € et donc elle a vu passer 100 € sur sa transaction. Donc c'est un autre moyen de sécurisation aussi, mais c'est un peu différent le prépayé. Oui, moi j'ai deux questions. Une, savoir si ta bague elle peut être virtuelle. Si j'ai bien compris, ton Secure Element il peut être dans le, Dans le cloud. Oui. Il peut être dans le cloud. Oui. Et deuxièmement, quand on utilise ta bague, est-ce qu'elle rajoute un coût de transaction en fait unitaire? Est-ce que ça me coûte? En gros, quand on fait de la tokenisation, ce qui est coûteux, c'est l'émission du token. C'est ça qui est facturé. Donc évidemment, tout ça se négocie quand on discute avec le TSP au milieu. Donc on parle d'émission de 100, de 1000, de 10 000 tokens. C'est après un choix de l'OEM, nous, ou de la banque qui va commercialiser son moyen de paiement, de répercuter ce coût sur l'utilisateur final. Mais quand on utilise un token, il n'y a pas de frais particuliers. Les frais, on va dire, sont engagés quand la banque se connecte à la plateforme MDES ou VTS. À ce moment-là, la banque débourse près de 50 à 70 000 € pour se connecter. Il y a à peu près 4 à 6 mois de connexion, on va dire, d'échange technique. Donc c'est à ce moment-là que tout est mis en place et après ça roule, quoi, c'est automatique. Mais du point de vue d'un commerçant, quand je paye avec mon Apple Pay, ma carte Mastercard qui est sur un Apple Pay, c'est la même chose que si c'était une carte Mastercard qui avait payé. Alors, du point de vue du commerçant. En gros, sur le commerçant, il va falloir, le TPE, quand il reçoit le terminal de paiement du commerçant, il va falloir qu'il distingue le PAN du DPAN quand il va le recevoir. Lui, il analyse tout ça, il sait que ça correspond soit en direct à telle banque ou à tel réseau bancaire, soit à telle plateforme de tokenisation pour ensuite aller chercher le vrai compte. Et c'est cette surcouche logicielle que les intermédiaires qui gèrent les TPE facturent. Et aujourd'hui, c'est vraiment géré région par région. Je pense que le Crédit Agricole, sont supportés par les banques et pour lesquels les banques négocient des taux, des conditions de fonctionnement avec les commerçants. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant on entendait souvent dire, moi je ne prends pas la carte pour mon 15 €, ça me coûte du sous, etc. L'arrivée des petits montants, l'arrivée du 5 contacts a permis qu'aujourd'hui on peut payer à 1 €, à 50 centimes, à 3 centimes. Voilà, et c'est pour ça aussi que je peux très bien avoir un terminal de paiement sans contact qui n'est pas compatible Apple Pay. Ça, c'est quelque chose qui arrive parce qu'il faut une surcouche logicielle sur le terminal
pour se connecter à la plateforme de tokenisation d'Apple. Et donc, on va dire que quand les gestionnaires de parcs de TPE installent un nouveau TPE, évidemment, ils mettent la surcouche logicielle, enfin, selon l'abonnement qu'on prend, ils mettent la surcouche logicielle de connexion aux plateformes de tokenisation et ou à l'Apple Pay selon l'offre souscrite. Et c'est là où on a les problèmes de compatibilité. Non, mais voilà, c'est le côté de la démarche. Après, rien n'est figé et c'est un instrument qui est prévu tous les jours. Voilà, après, ouais. Non, c'est à peu près, ouais, c'est plein d'évolutions. Et donc voilà, là, même si nous, on a exploré quelque chose de très précis, il y a vraiment plein de sujets transversaux et de création possible. Nous, on ne peut pas utiliser un Secure Element virtuel parce que la bague ne dispose pas de connectivité, que ce soit GSM, Bluetooth ou autre, et on est sur quelque chose de très isolé. Donc le Secure Element doit être physique et évidemment, enfin, quand on génère le token, enfin, on le génère la première fois. Donc un peu comme vous avez dans votre carte bancaire, quoi. Exactement. Des trucs et elle peut, via la technologie NFC, réaliser un paiement, mais elle ne peut pas communiquer sur notre réseau pour aller chercher l'information. Si je le token dans l'apps. Et non, mais non, puisque ton token qui est dans... Enfin, il n'y a pas de token dans l'API-Car, puisque c'est pas l'API-Car qui va payer, c'est la bague. Donc moi, quand j'installe l'application Icar, je prends en photo ma carte bancaire, l'application fait la connexion avec le TSP qui va chercher chez le MDES et l'autorisation chez la banque, ça revient, tac tac, ça m'en renvoie le token adapté, et là, on injecte le token sur la bague. Mais nous, on a servi juste de tunnel de transit, hein. Après, on ne stocke rien. Ce qui est important de saisir aussi, c'est que quand on a un Secure Element physique, il y a donc des process lourds d'authentification pour échanger avec lui, et surtout, il y a une communication ralentie. La communication est très lente. Enfin, alors que quand j'ai un Secure Element virtuel sur le cloud, je peux recharger le token, comme on l'a dit tout à l'heure, en quelques millisecondes. Donc ça me permet, par exemple, quand j'ouvre l'application Paylib, à chaque fois de recharger un token. Et ce sur quoi jouait Apple, sur sa montre, par exemple, Apple Watch, quand vous avez la montre appareillée à votre téléphone, que le téléphone tombe à court de batterie, vous pouvez encore payer avec votre montre. Pourtant, elle n'est pas connectée. Parce qu'en fait, elle a stocké temporairement 3 tokens. Et elle a généré 3 tokens, donc, qui sont insérés à l'intérieur. Et on va pouvoir payer donc 3 fois avec sa montre, jusqu'à épuisement des 3 tokens, puisqu'on considère qu'ils sont à usage unique, ceux-là. Donc il y a plein de... Là, vous voyez, Apple a utilisé une méthode, Samsung va en utiliser une autre, nous on a choisi quelque chose de très spécifique, mais il y a plein de nouvelles voies, de nouvelles façons de faire. Ouais. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Bon, ben, je vous invite, enfin, n'hésitez pas à profiter, il y a à boire, à manger, et c'était un plaisir.